Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes le 11 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, 63 marques, des prototypes et un secteur automobile en mutation, le salon revient après une année d'absence. Aujourd'hui, ces stocks sont recomposés. Il est plus facile pour un particulier de négocier l'achat de son véhicule neuf. Depuis 15 ans, la start-up Opal Solutions conçoit des logiciels pour les soins de santé avec un focus sur la gestion du personnel. Grâce à nos logiciels, nous récupérons du temps de soins pour les soignants. Restez bien à l'écoute. Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7 à la une. Des modèles d'exception aux prototypes de demain, en passant par les voitures du quotidien, le salon revient en force après une année 2024 sans édition. Avec 63 marques présentes, il marque un moment clé pour le secteur automobile qui doit compenser avec un marché des voitures neuves en déclin, malgré 6 millions de véhicules en Belgique. Christophe Dubon, porte-parole Febiac. En 2023, les stocks de voitures à l'époque étaient vides, donc il y avait assez peu d'offres commerciales intéressantes à proposer aux particuliers. Aujourd'hui, ces stocks sont recomposés. Il est plus facile pour un particulier de négocier l'achat de son véhicule neuf. Les délais de livraison sont nettement raccourcis également. Et donc forcément, ça explique aussi pourquoi les marques ont voulu le retour du salon ici en janvier 2025. Mercedes, Volvo et d'autres géants avaient boycotté le salon en 2023, causant son annulation l'année suivante. Mais l'idée que les salons soient obsolètes est vite balayée. Comparer les offres, négocier les prix ou simplement s'asseoir dans les voitures, voilà ce qui attire toujours le public. Et pour les constructeurs, c'est l'assurance de conclure des affaires profitables. L'impact, il varie forcément d'une marque automobile à l'autre. Ce qu'on sait, c'est que les marques majeures du marché automobile belge estiment que le salon et la période du salon comptent pour 30% de leur chiffre d'affaires annuel. La flambée des prix des véhicules neufs, combinée à l'engouement pour le marché d'occasion, freine toute possibilité de relance significative des ventes de voitures neuves. Robert Van Apeldoorn, journaliste Trends Tendance. Structurellement, le marché va reculer quand même. Donc, avant le Covid, on arrivait à 500 ou 550 000 voitures neuves immatriculées. Et maintenant, on est plutôt à 450 000. Et si vous comptez les voitures d'occasion, vous êtes à 1 100 000. Donc ça reste quand même beaucoup. Alors qu'en 2023, le salon mettait l'accent sur le haut de gamme électrique, l'édition 2025 s'ouvre à une plus grande diversité, tant en motorisation qu'en prix. Pas moins de 300 000 visiteurs sont attendus entre le 10 et le 19 janvier. Z sur 7 à la une. Implantée à Mont-Saint-Guibert, la start-up Opal Solutions travaille depuis une quinzaine d'années à créer des solutions logicielles pour les soins de santé, notamment dans la gestion du personnel soignant. Xavier Rouby, CEO et fondateur d'Opal Solutions. On sait qu'il y a une pénurie de personnel dans les pays riches de l'ordre de 30%, ce qui est énorme. Mais à côté de ça, on a plus de 40% du temps qui est dédié à des tâches administratives ou des tâches de communication. Donc grâce à nos logiciels, nous récupérons du temps de soins pour les soignants. Client historique de Xavier Rouby, l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles mobilise 3500 employés chaque jour. Jerry Van Drogenbroek, qui dirige les équipes mobiles, s'appuie sur un logiciel boosté par l'intelligence artificielle pour organiser les renforts du personnel soignant. Jerry Van Drogenbroek, responsable équipe mobile au CHU Saint-Pierre. C'est un outil qui nous permet de gérer quotidiennement les demandes intérimaires. Donc depuis la création de la demande par nos infirmières-chefs sur le terrain, jusqu'à la validation par l'infirmière-chef de service ou par moi-même, et puis jusqu'au comblement en fait, de cette demande par les agences intérimaires. Depuis son lancement il y a 2 ans, ce logiciel est utilisé dans plusieurs hôpitaux belges et français. Les cliniques Saint-Luc, les cliniques de l'Europe
et l'hôpital Erasme en sont des exemples, exploitant l'intelligence artificielle pour maximiser l'efficacité de leurs ressources. Xavier Rouby, CEO et fondateur d'Opal Solutions à nouveau. Grâce à l'intelligence artificielle notamment, nous allons collecter des données d'activité, des données relatives au personnel, de manière à apporter de l'aide à la décision, des statistiques et des opérations directes pour justement récupérer ce temps pour le personnel. Opal Solutions a pu compter sur l'appui de l'agence numérique pour développer sa plateforme IA. Cette organisation wallonne, dédiée au développement du digital, a soutenu jusqu'à présent plus de 600 initiatives en lien avec l'intelligence artificielle. Antoine Hublet, chef de projet en IA pour l'agence du numérique. On a d'abord un taux de satisfaction de plus de 95% des entreprises et des entités publiques qu'on accompagne. Et généralement, les projets qui sont développés permettent vraiment d'augmenter l'investissement en matière d'intelligence artificielle parce que les entreprises se rendent compte qu'il y a un réel impact de la technologie dans le cœur de leur activité. La Wallonie se positionne aujourd'hui comme un leader en recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec plus de 300 entreprises spécialisées dans la santé digitale. Z sur 7 à la une. Ici devait voir le jour une nouvelle serre imaginée par Paul Stoffels, producteur de tomates. Il voulait revendre sa chaleur excédentaire à une zone PME située de l'autre côté de la rue. Malgré des soutiens majoritaires, l'opposition d'un riverain et d'une association environnementale a bloqué le projet. Après 5 années de procédure et des coûts exorbitants, il a jeté l'éponge et racheté une exploitation horticole voisine dépourvue de repreneurs. Paul Stoffels, directeur général de Stoffels Tomatoes. Nous sommes ici dans les serres de Banijn de Hoof. Vous voyez qu'il n'y a pas de tomates ici, mais des poivrons. Nous avons repris l'entreprise avec l'ambition de développer nos activités. Ici, nous avons un site qui dispose d'un permis long terme et qui offre une certaine échelle. Nous allons voir comment cela correspond à nos projets. Soit nous diversifions avec les poivrons, ce qui pourrait être aussi une opportunité, soit nous convertissons une partie de l'exploitation en culture de tomates. Cela reste incertain. Acquérir l'exploitation de poivrons n'était pas seulement une opportunité, mais également une nécessité. Bien que Rijkevorsel et ses alentours soient connus pour leur activité agricole et horticole, la réglementation sur l'azote a rendu le développement de nouvelles activités dans la région de plus en plus difficile. Je comprends que dans une région comme la Flandre, très dense, il est difficile d'autoriser tout partout. On est toujours proche d'une zone naturelle ou d'une zone habitée, mais je pense qu'il y a de très belles synergies possibles pour une horticulture sous serre à plus grande échelle. Que ce soit par la vente de chaleur excédentaire ou la capture de CO2 provenant d'activités industrielles pour accélérer la croissance des plantes, la tendance reste claire, accroître l'échelle afin de soutenir les investissements. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Elon Musk et Mark Zuckerberg bouleversent les règles des réseaux sociaux. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Canal Z, se questionne sur ce changement de cap et sur les risques que cela pourrait représenter pour les médias traditionnels et la démocratie en général. Premièrement, peut-on considérer que l'économie est en train d'interférer dans la vie politique globale ? Alors, certaines personnalités ont déjà montré qu'elles étaient inquiètes de voir l'interférence d'Elon Musk, qui est comme non seulement l'homme le plus riche du monde, mais ici il montre qu'il est aussi l'homme le plus puissant du monde. Alexandre De Croo, qui dit qu'au niveau européen, on devrait réagir. Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui notamment s'est occupé des nouveaux règlements liés au numérique, qui estime aussi que l'Europe doit se saisir de ça, et notamment la Commission européenne. Alors, c'est pas le premier homme d'affaires à s'intéresser aux médias. On l'a vu avec Rupert Murdoch, on l'a vu aussi avec, plus près de chez nous en France, Vincent Bolloré à travers BFM ou CNews. Alors celui-ci est un peu particulier parce qu'il a beaucoup plus de pouvoir que les autres. C'est l'homme le plus riche du monde et en plus, quelque part, j'allais dire, c'est le vice-président des États-Unis, le vrai vice-président, si ce n'est le président des États-Unis. Alors d'abord, clairement, il a un mépris des médias traditionnels et des journalistes et on le voit très bien puisqu'il les bâille
bypass, si je puis dire. Il a fait une interview en août dernier avec Donald Trump, qui a eu 1,3 million de personnes qui ont regardé. Ici, vous y avez fait allusion, il a fait une interview, je dirais, au coin de la cheminée, si je puis dire, avec la représentante du parti dit d'extrême droite en Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'il a ce mépris pour les médias traditionnels qu'il essaie de bypasser à travers son réseau social et qui n'est quasiment plus modéré du tout? Parce qu'il estime que ces journalistes, ce sont des marionnettes. C'est son opinion. Et une partie de la population américaine, notamment du côté républicain, le suit. Et notamment l'exemple qu'il a donné, mais pas que, avant le débat entre Joe Biden et Donald Trump, tout le monde savait très très bien que Joe Biden avait des difficultés et qu'il était un peu sénile pour dire les choses brutalement. Mais la presse américaine, qui est plutôt démocrate selon lui, n'en a pas trop tenu compte, n'en a quasiment pas parlé, et donc il estime que ces journalistes sont quelque part pas très indépendants. Et il se fiche, à travers la non-modération de X, que des annonceurs puissent partir. Et d'ailleurs, il a dit, si quelqu'un veut me faire chanter, eh bien, allez vous faire foutre. C'est l'expression qu'il a utilisée. Deuxièmement, comment expliquer une telle aversion envers les médias traditionnels? Nous savons aussi qu'il mène une politique anti-woke importante, mais pourquoi? Parce que, vous venez de le dire, il est anti-woke primaire, d'abord par réflexion philosophique, il est libertarien, enfin, donc voilà, comme beaucoup de patrons de la Silicon Valley. Et puis un élément personnel, ça reste un être humain. Son propre fils, qui s'appelait Xavier, a changé de sexe à 18 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais avalé. Il en a voulu. Il estime que le wokisme a, littéralement, c'est l'expression qu'il a utilisée, tué son fils. Et il estime que le wokisme, enfin le combat contre le wokisme est le combat de sa vie. Et donc ce sont aussi des aspects personnels qui influencent donc la politique ou la stratégie, en tout cas, de notre ami Elon Musk. Finalement, nous l'avons vu, Mark Zuckerberg a décidé de mettre fin à son programme de fact-checking. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? N'est-il pas tout simplement en train de s'aligner sur Donald Trump lui aussi? Alors oui, effectivement, tous ces patrons de Silicon Valley sont aujourd'hui en train d'essayer de séduire à leur manière Donald Trump, qui est l'homme fort, l'homme le plus puissant au monde, et certains étaient un peu fâchés avec lui ou clairement étaient pro-démocrates, et là ils ont compris quand même qu'ils vont devoir, si leur business doit encore tourner, ils doivent quand même s'entendre avec lui. Et donc on pourrait se dire que là, il a rendu service à Donald Trump en éliminant la modération, quasiment. En réalité, ça arrange aussi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, leur moteur, c'est la colère, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie, enfin plein de sentiments, je dirais, typiquement humains et qui augmentent l'engagement. Donc en fait, les gens restent plus souvent sur le site, tout simplement parce qu'ils retrouvent des gens qui pensent comme eux, peut-être de travers, mais qui pensent en tout cas comme eux. Donc lui, il risque de s'y retrouver. A contrario, on pourrait se dire que les médias traditionnels, celui qu'on représente, Canal Z ou Trends Tendance, pourraient aussi s'y retrouver dans le sens où les annonceurs pourraient fuir des médias où la haine est trop présente, la colère est trop présente, et ils voudront mettre leur publicité plutôt dans un écrin un peu safe, ce qui est le cas par exemple Trends ou des médias traditionnels. Après, c'est à nuancer parce que sans doute que des magazines comme le Trends ou Canal Z, on va plutôt attirer des annonceurs qui cherchent à avoir une image de marque, tandis que les annonceurs qui vont certainement continuer à aller chez Facebook, Meta, donc Instagram, etc., vont plutôt aller dans du micro-ciblage. Et donc ce à quoi on va assister plutôt en 2025, c'est un combat entre les algorithmes, c'était déjà le cas auparavant, mais encore renforcé, et les principes du journalisme. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Et pour terminer cet épisode, nous retrouvons Philippe Évrard, analyste chez Belfius, afin d'aller plus loin dans l'actualité des marchés. Les chiffres de l'emploi sont sortis cet après-midi aux États-Unis et ils sont supérieurs aux attentes. Cela peut être une bonne nouvelle. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir une création de jobs qui a explosé. On est passé donc d'une attente de 160 000 créations d'emplois en décembre à 256 000. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Le taux de chômage, en fait, a diminué. Il est passé donc de 4,2 à 4,1%. Une petite diminution, mais c'est toujours bon à prendre. Et alors, on voit aussi que la progression salariale commence à diminuer. Donc elle était à 4% sur base annuelle au mois de novembre, elle est passée à 3,9% ici au mois de décembre. Ce sont des chiffres qui étaient extrêmement attendus par les marchés. Alors on sait que la macroéconomie est un ensemble assez compliqué, avec beaucoup de variables qui peuvent bouger dans tous les sens.
Aux États-Unis, le tableau actuel il est assez simple d'une certaine manière. On a une Fed qui depuis un an diminue son taux directeur. Pourquoi est-ce qu'elle le fait? C'est parce qu'elle l'a très fortement augmenté auparavant pour pouvoir contrer l'inflation. Et cette inflation diminue, mais pas aussi fort qu'espéré. On l'attend vers 2%. Or, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'elle oscille entre 2,5% et 3% et qu'on n'arrive pas à la maîtriser. Et cette inflation, elle pourrait même repartir à la hausse. Suite à quoi? Suite à l'élection de Donald Trump et qui a une politique assez nuisible pour l'inflation. Et donc, en fait, la Fed est un peu coincée entre deux scénarios. Soit elle diminue ses taux pour stimuler l'économie, qui n'en a pas nécessairement besoin, soit elle augmente son taux directeur pour pouvoir à nouveau contrer une inflation qui pourrait repartir à la hausse. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain? Demain, vous découvrirez l'invité du Trends Talk qui partagera en détail ce qui fait l'objet de son actualité, accompagné de vos analyses économiques. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce de Pareto pour découvrir les différentes possibilités qui existent pour diversifier vos avoirs. Pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous? Différentes possibilités existent pour diversifier vos avoirs. En effet, la diversification est le mot-clé dans l'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Comment pourrait-on définir un investissement? C'est la quête entre d'une part le risque et d'autre part le rendement. On veut tous un minimum de risque, un maximum de rendement. Malheureusement, la solution miracle n'existe pas. De là la diversification. Et le premier choix qui s'offrira à nous, c'est vais-je aller en immobilier, dans des placements immobiliers, des immeubles de rapport ou habitation familiale, seconde résidence, et dans ce sujet-là, l'avantage est de le faire à crédit, ou vais-je plutôt aller dans des placements financiers, des crypto-monnaies, des lingots d'or, des tableaux, tout ce qui est mobilier. Pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial? Contactez Pareto.